Depuis le 1er juillet 2025, un objet interstellaire baptisé 3i Atlas circule dans notre système solaire à plus de 248 000 km/h. Son comportement inhabituel, défiant nos connaissances astronomiques, soulève une question. Sommes-nous prêts à un contact avec une civilisation extraterrestre ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Et là, il nous semblait important de vous retrouver, de nous inviter chez vous pour vous parler d'un sujet très important qui nous tombe du ciel quelque part. Mais juste avant, bonjour aux permanents. Bonjour Luna, Guillaume et Brigitte, en espérant que vous allez bien. Oui, Et, bonjour. On accueille aujourd'hui un invité de marque en la personne de Daniel Turcotte, le directeur général du projet Embassy, une ambassade pour les extraterrestres. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tombe du ciel. Est-ce que vous avez vu ça ? Il y a un objet interstellaire qui se balade autour de la Terre depuis quelques semaines déjà et qui provoque alors une panique, peut-être pas, mais des interrogations parce qu'il pourrait être un objet animé par une intelligence. Alors ça vient poser la question du fait est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Et puis, est-ce qu'on est vraiment aussi, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à accueillir, à avoir un contact avec une civilisation extraterrestre ? Mais juste avant de parler de tout ça, Brigitte, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fameux objet qui déchaîne les passions en ce moment et qu'on appelle 3i Atlas ? Oui, Atlas. En fait, c'est vraiment intéressant parce que je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi à vous, mais dans ma communauté, plein de gens qui viennent me voir disent « Oh, dis donc, t'avais raison !» et wow, t'as vu cet engin, t'as vu, et ça pourrait être extraterrestre. Donc j'adore parce que c'est vraiment, comme tu dis, c'est un cadeau qui nous tombe du ciel de pouvoir juste expliquer, ben oui, il est bien possible qu'on soit une infinité de civilisations. C'est le troisième objet qui a été observé de ce type, c'est-à-dire très très large, avec comment dire, une structure différente, avec même, par exemple, le premier, c'était Oumuamua en 2017, qui avait des réflexions métalliques, donc c'est ça les premières choses qui ont intrigué, et surtout une accélération qui était anormale. Alors, il y a deux interprétations à la chose. La NASA et les astronomes en général disent ouais non, c'est probablement parce que il y a du gaz qui est rejeté de la comète en question, et donc ça fait c'est comme une propulsion naturelle qui expliquerait les variations de vitesse, etc. Donc ça, c'est une version. Mais il y a ce professeur de Harvard, professeur Loeb et Avi Loeb, qui dit attendez, c'est pas aussi clair que ça. Il est possible, en fait, il a aussi une forme, des accélérations, des caractéristiques qui pourraient s'expliquer comme étant des probes, ça se dit des probes, des objets envoyés par une civilisation extraterrestre et qui seraient là pour observer notre système solaire et s'il y a de la vie sur les planètes et des choses comme ça. Donc c'est vraiment le questionnement arrive grâce à ce professeur qui est en fait aussi le directeur du projet Galileo, dirigé par Harvard, et qui a pour objectif de rechercher des évidences de technologies extraterrestres. Et donc Brigitte, c'est ce qui provoque cette passion dans le milieu scientifique et c'est ça, c'est complètement dingue. C'est la première fois. En fait, ce qui est passionnant, c'est de voir qu'il y a des scientifiques, Harvard, c'est quand même pas mal, qui osent dire, et attendez, là, il faut pas conclure comme ça que c'est une comète, peut-être que c'en est une, mais il y a aussi des caractéristiques. Et il a écrit plusieurs livres, notamment un qui s'appelle Life in the Cosmos, et qui reprend tous les éléments scientifiques qui peuvent contribuer à expliquer qu'effectivement, il y a des chances qu'on ne soit pas seul dans l'univers. Donc, c'est passionnant de voir. On suit, en fait, je pense, Daniel, tu le suis pas mal, on suit Professeur Loeb depuis un bon moment, parce que c'est une intelligence qui
contribue à ouvrir les cerveaux du public, mais de façon très très large. En fait, je voyais, il poste des courriers qu'il reçoit régulièrement dans sa profession, et il poste dans les derniers que je lisais juste avant de venir ici. Il y a des gens de Corée du Sud, du Mexique, de partout qui l'encouragent, qui le remercient pour ce qu'il fait en disant nous. Et c'est très très drôle, en fait. Il y a une croissance depuis Troy Atlas, il y a une croissance de vente de télescopes pour les enfants. Donc les Ah, enfants sont ça, baignés dans cet esprit comment dire, il y a une possibilité qu'il y ait des extraterrestres qui viennent. Et donc c'est à nous maintenant de jouer pour être sûr qu'ils comprennent que ce sont des êtres bienveillants et qu'ils ont une histoire avec nous. Hein. super Brigitte, mais merci beaucoup. En tout cas, l'événement, est-ce qu'on peut dire qu'il est historique? Il est historique, l'événement, quoi. C'est quand même la première fois. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est le troisième objet interstellaire, mais c'est la première fois où il y a un vrai doute et une vraie hypothèse, non seulement de l'origine extraterrestre, on le sait, mais qui soit animé d'une intelligence et qui pourrait être issu d'une intelligence extraterrestre. Et ça vient poser la question, non seulement sommes-nous seuls dans l'univers, mais imaginons que ce soit voilà l'œuvre d'une civilisation extraterrestre. Est-ce qu'on est prêt à un contact? Est-ce qu'on est prêt à ce contact? Brigitte, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, oui, en fait, en fait, quand on parle de Troy et Atlas, Raël, il y a 2 ou 3 semaines, a fait comment dire, un discours sur le sujet où il disait, parce que les gens nous posent la question, est-ce que ce serait possiblement ces Elohim qui nous ont créés, qui viennent avec ce Troy et Atlas? Et donc il a été très clair en disant que ça ne peut pas être les Elohim. Les Elohim ne vont pas avoir un engin qui vole, attends, Troy et Atlas, c'est à 130 000 miles per hour. Hein. Donc c'est très rapide, c'est le plus rapide qu'on ait jamais vu de tous les objets, mais c'est encore pas enfin c'est inférieur à la technologie des Elohim qui, eux, peuvent arriver et se présenter instantanément quelque part sans engin, donc ça c'était une des informations qu'il nous a données sur là. Je trouvais ça intéressant de mentionner. Il a aussi signalé, et c'est une des choses qui fait partie des messages, enfin de ce qu'il nous a dit très 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 tôt dans ce qu'il a reçu des Elohim, c'est que les Elohim ont créé plusieurs humanités, plusieurs civilisations. Je ne sais pas s'ils ont une forme humaine, en tout cas plusieurs civilisations. Et ils ne savent pas qu'ils ont été créés, ou peut-être qu'ils l'ont su depuis que le livre a été édité, et sont comme nous en train de développer leur technologie. Peut-être qu'ils sont plus avancés que nous, et ça pourrait être une de ces civilisations qui vient, qui envoie une probe, une sonde de cette façon. Donc il le dit, s'il s'agit de ces civilisations, ils auront besoin qu'on les informe qu'ils ont été créés aussi. Donc je trouvais que c'était intéressant comment dire, ces liens possibles avec nos frères et sœurs comment dire, de l'univers, y compris ceux qui auraient été créés par les mêmes extraterrestres, les mêmes scientifiques que nous. Ouais. Merci Voilà. Brigitte, hein, c'était une précision importante et qui on vous renvoie bien sûr, vous les avez sur la chaîne Raël francophone, aux retranscriptions et puis aux vidéos. Hein. Raël s'exprime chaque dimanche, quasiment chaque dimanche, et on vous renvoie à ces vidéos et ces transcriptions. Et encore une fois, merci de votre fidélité à tous, hein, c'est un vrai plaisir. Dans la philosophie raélienne, dans les messages raéliens, il y a quand même quelque chose de fort. Et c'est là que toute la dimension du message que Raël apporte depuis 50 ans, ben, du coup, prend toute sa valeur, prend toute sa grandeur. Il y a une notion qu'on répète souvent, il y a les Elohim, hein, ces extraterrestres qui nous ont créés, nous apportent une information. Ils nous disent que toute civilisation qui sort de son système solaire est obligatoirement pacifique. Est-ce que tu peux nous en parler, Luna, de cette notion? Parce que
on se met à la place du commun des mortels, de l'ensemble des personnes aujourd'hui sur Terre, des extraterrestres, mais ce qu'en disent les films d'Hollywood, les romans, ça, même encore une fois, les films, les séries, c'est l'éventuelle possibilité d'une agression. Souvent, les extraterrestres sont pris comme des agresseurs et non comme pacifiques. Or, on peut comprendre aujourd'hui, à la lumière des messages qui ont été donnés à Raël, qu'il n'en est rien. Est-ce que tu peux développer ça? Oui, et effectivement, toute civilisation qui est capable de voyage interstellaire aurait par la force des choses transcendé sa violence. Si elle était agressive, elle se serait déjà autodétruite depuis longtemps, un peu comme ce qui risque de nous arriver aujourd'hui. C'est comme s'il y avait une loi dans l'univers qui disait, une fois qu'on a maîtrisé son agressivité, on peut sortir de son système solaire, et si on ne l'a pas maîtrisé, on s'autodétruit. Donc, c'est vraiment le risque actuellement, bon, sur la planète. Notre propre capacité nucléaire peut nous faire nous autodétruire. Et ce qui va faire la différence, c'est cette capacité de mettre l'amour, de mettre la paix au premier centre, au centre des préoccupations, et donc être tout le temps dans la peur, tout le temps dans le conflit, dans le fait que l'autre est un étranger et qu'il est une menace pour moi. Cette notion très animale finalement de défense et de vouloir toujours penser que l'extérieur est l'étranger, l'autre, l'altérité, celui qui n'est pas moi est étranger et est dangereux. Ça, c'est vraiment le cerveau primitif, on va dire, primaire, qui va nous faire penser ça. Mais quand on passe à un certain degré de compréhension et de conscience, à ce moment-là, on dépasse cette violence. Donc, le simple fait qu'elle ait pu, si c'est une comète qui n'est pas une comète, mais qui est un objet animé par une vie intelligente dessus, le simple fait que ça ait pu atteindre notre planète suggère qu'elle privilégiait la paix, la sagesse et la paix, enfin le fait de venir à notre rencontre sans intention de nous nuire. Donc, cependant, c'est vrai que le danger, c'est que, et c'est ce qui, un peu tous les films d'Hollywood dont tu parlais, ont généré chez les humains, et sur les terriens en tout cas, cette peur en faisant penser que tout ce qui vient de l'extérieur est dangereux et pourrait créer un mouvement de panique. Et c'est pour ça que nous, en tant que Raéliens, en tant que cette troisième hypothèse des origines de la vie sur Terre, nous disons, non seulement ce n'est pas dangereux, mais au contraire, c'est bénéfique pour nous qu'il y ait des civilisations qui soient capables de venir jusqu'à nous et qui pourraient éventuellement nous aider. Donc c'est là où interviennent en tout cas tout ce que fait Daniel actuellement et tout ce que le mouvement raélien propose, de créer un lieu, bon, il nous en parlera tout à l'heure, pour pouvoir accueillir d'une manière pacifiste ces êtres d'une autre planète. Donc voilà, ça met en lumière en tout cas un certain nombre de phénomènes, et on est arrivé à un point crucial de cette humanité qui est absolument passionnant. Je voudrais pas être à un autre moment que ici et maintenant. C'est juste incroyable. Parce que ça s'est produit dans d'autres moments de la civilisation. Mais là, c'est fait d'une manière où il n'y a pas de divinité. C'est totalement, on est hors de la croyance. On sera dans le fait acquis qu'il y a d'autres civilisations, que nous pourrons voyager et qu'on pourra se visiter les uns les autres, comme on va dire une famille lointaine. Donc c'est merveilleux. Alors on ne sait pas, effectivement, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant, mais en tout cas on a des hypothèses et ça c'est intéressant de pouvoir aller là-dessus. Donc voilà un petit peu notre vision, en tout cas très optimiste, décidément et délibérément optimiste pour pouvoir faire baisser cette peur sur la planète. Mais c'est passionnant et c'est vrai, comme tu le dis, on vit une époque formidable et comme tu le rappelles, Luna, on va entendre Daniel, hein, mais aujourd'hui il y a aucun cadre mondial, quoi. Il y a aucun mécanisme diplomatique, il y a aucune infrastructure qui est prête. Et la seule organisation, on va dire internationale, portant sur le phénomène OVNI, portant sur l'hypothèse d'une civilisation extraterrestre, portant sur l'hypothèse de l'infini, la notion de l'infini, la seule organisation qui est en train de préparer concrètement les structures pour réunir les conditions pour un contact, désolé de vous le dire, c'est le mouvement raélien. Il n'y en a qu'une. C'est nous les gogos. C'est pour ça qu'on c'est nous qu'on veut faire ça. Oui, c'est tellement important d'en parler. Mais il y a un vrai sujet philosophique et Guillaume, j'aimerais bien que tu nous en parles. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes réellement prêts à un contact avec une civilisation extraterrestre? Ça, je sais pas. Ça dépend quel jour ils arrivent.
Moi, si c'est un mardi, je peux pas. Je fais un repas Si. avec ma mère T'as tous les mardis. ping-pong, Sinon, t'as ping-pong. voilà, donc déjà, tout dépend du jour, de la semaine. Donc voilà. Alors ensuite, est-ce que globalement nous sommes prêts? Ben, je sais pas si déjà nous-mêmes on est prêts à s'accueillir les uns les autres sur la terre, à vivre ensemble, avant de vivre avec d'autres. Et c'est pour ça qu'il y a une urgence qui s'impose à nous. C'est déjà celle de s'entendre, parce que quand ils vont venir, c'est pas, ils viennent pas voir un pays plus qu'un autre. Ils viennent voir une civilisation. Là, quand ça vient de l'espace, c'est d'une civilisation à une autre civilisation. Donc, dans quelle mesure nous nous comportons comme une civilisation planétaire et non pas des pays avec des frontières qui font la guéguerre. On doit déjà dépasser nos clivages, dépasser le fait de considérer nos différences comme des freins, alors que ce sont ces différences-là qui permettent à notre humanité de perdurer, d'être riche de ce qu'elle est. Et donc, première chose déjà, c'est de dépasser ça pour sortir en fait de notre agressivité qu'on a les uns envers les autres, ou même contre nous-mêmes, pour pouvoir accueillir une civilisation extraterrestre. Alors c'est intéressant effectivement, depuis qu'il y a ces comètes qui rentrent enfin ces comètes, ces objets interstellaires qualifiés de comètes, on ne sait pas ce que c'est. Alors, ça serait bien aussi qu'un jour on arrive à dire je sais pas, plutôt qu'on ait de l'orgueil toujours de savoir et sans avoir de fondements sérieux, je veux dire qui sont disant sérieux, mais qui en fait sont plutôt une narration communément admise et politiquement correcte. Donc là, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que un mois, c'était en octobre 2017, il y a eu Borisov en 2019 et puis maintenant Troy Atlas en 2025. Ça pose quand même des questions. Comment ça se fait que ces objets-là commencent à entrer dans le système solaire, n'ont pas un comportement normal, ont des trajectoires bizarres, une constitution étrange. Enfin, ça fait quand même beaucoup de choses qui fait qu'on devrait se poser des questions et regarder le ciel non pas comme quelque chose euh, de froid et technique, mais quelque chose qui est porteur d'espoir. Parce que s'il y a des personnes qui ont réussi à venir jusqu'ici, comme le disait Luna tout à l'heure, c'est-à-dire qui ont dépassé leur agressivité, ça veut dire que pour nous aussi, c'est possible. C'est-à-dire que les jeunes peuvent arrêter de taguer sur les murs nos futurs et peuvent se dire que c'est possible en fait qu'on dépasse l'agressivité, qu'on s'unisse et qu'on utilise les énergies colossales et les budgets faramineux qu'on met dans le nucléaire pour plutôt créer un monde de paix, d'amour et développer des engins capables d'aller visiter l'espace et d'aller rentrer dans le grand concert des nations intergalactiques, j'allais dire. Donc, effectivement, est-ce qu'on est prêt? Il serait temps qu'on se prépare. C'est ça la question. Aujourd'hui, on n'est pas si prêt que ça parce qu'en fait, on ne se prépare pas. C'est aussi simple que ça. Et du coup, je laisse Daniel dire un mot là-dessus et qu'on sache sur comment on se prépare aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir accueillir en tant que civilisation humaine, terrienne, pardon, j'allais dire, une autre civilisation venue d'une autre planète pour nous apporter forcément du positif. Et cessons, je veux dire, de faire de l'anthropomorphisme et de penser que la même façon que l'Occident a colonisé tout ce qu'elle ne connaissait pas, ceux qui vont venir d'ailleurs vont faire la même chose. Il y a énormément de peuples et la plupart des peuples sur la Terre, ils sortaient en fait de leur zone, ils allaient en paix. On peut parler par exemple en Afrique de Kankan Moussa, qui partait du royaume du Mali, qui partait vers l'Égypte et qui rencontrait différents peuples et distribuait de l'or, distribuait des connaissances. Donc on est capable, être humain, d'aller vers d'autres personnes, d'autres peuples et amener du bien plutôt que d'amener de la guerre. En tout cas, je pense que Daniel est la personne la mieux placée ce soir pour nous en dire plus sur cet accueil potentiel d'une civilisation extraterrestre. Daniel, merci, hein, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tu es le directeur du projet d'une ambassade pour les extraterrestres. Comme on disait tout à l'heure, l'humanité n'a aucun cadre aujourd'hui. Il n'y a aucun cadre mondial, aucun mécanisme diplomatique, quoi que ce soit, aucune structure qui est réellement organisée pour réunir les conditions, pour préparer un contact extraterrestre. On est vraiment content de cette séquence qu'on est en train de vous faire vivre, là, tous ceux qui nous écoutaient aujourd'hui. Aujourd'hui, on voyage, on sort du cadre des guerres, des problèmes économiques, de tout ça. Là, on profite de cet événement-là, Troy Atlas, pour voyager et pour rêver. Et donc, Daniel, tu es le directeur de ce projet. On aimerait avoir à la fois ton regard. Qu'est-ce que tout cela change, la Troy Atlas? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à ce projet? Est-ce que ça vient donner un petit coup de boost? Merci, mon cher Xavier. Oui, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Comme on peut voir, ça entraîne beaucoup, beaucoup d'intérêt.
En fait, que ce soit une comète ou non, c'est pas très important pour moi. Ce qui est important, c'est tout ce que ça crée, tout ce que ça génère comme enthousiasme, parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, pas juste chez les Raéliens, mais dans le monde scientifique. Brigitte a parlé tout à l'heure du professeur de Harvard, Abe Love, qui vraiment s'interroge sur l'origine de cet objet-là. Donc, c'est quand même une sommité qui est en train de s'exprimer sur un objet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi ça contribue à préparer l'humanité à ce qui s'en vient. Parce que là, tout le monde parle de ça, on entend parler de ça partout. La NASA en parle, les politiciens aux États-Unis en parlent, partout dans le monde, les scientifiques et les politiciens parlent de ce phénomène-là. Et ça, ben, ça contribue à donner de la visibilité à tout ce qui est phénomène UFO, extraterrestre. Et là, on se pose des questions. Aux États-Unis, j'allais dire naturellement, je ne sais pas si c'est naturel, mais en tout cas, on nous y a habitués. Tout ce qui vient de l'extérieur est une menace à la sécurité des États-Unis. Alors qu'on voit bien que, en tout cas, à travers cet objet-là, et même historiquement, jamais quelque chose qui est venu d'une autre planète a été une menace pour nous. Faut être complètement con pour attendre que l'humanité ait atteint le niveau technologique et scientifique qu'elle a maintenant pour vouloir s'en prendre à nous. Il aurait fallu le faire il y a quelques centaines d'années. Il aurait fallu le détruire avant. Donc, c'est une évidence que si c'est extraterrestre et qu'il y a une intelligence derrière ça, ben, il n'y a rien de violent derrière ça. Ça, c'est certain. Et nous, notre rôle en tant que Raéliens, pour arriver à construire cette ambassade que nous, on veut construire pour accueillir des Elohim, cette civilisation extraterrestre qui nous a créés il y a plusieurs milliers d'années, c'est la paix. Guillaume en a parlé, Luna en a parlé, Brigitte en a parlé. La paix est la condition essentielle pour pouvoir accueillir une civilisation extraterrestre sur Terre. On n'est pas encore tout à fait là, mais je crois qu'on s'en rapproche beaucoup. Avec tout ce qui se passe à travers le monde en ce moment, je crois qu'on s'en va de plus en plus vers un monde de paix. Je crois qu'il y a de plus en plus une grande différence entre ce que le peuple veut et ce que les dirigeants veulent et ce que les industries de la guerre veulent. Moi, je crois que les gens ne veulent plus de guerre, les gens veulent la paix. Et ça, ben, c'est essentiel à la réalisation de notre objectif, c'est-à-dire construire l'ambassade. Maintenant, on a aussi un rôle. On compte pas sur les médias, hein, parce qu'on sait que les médias, c'est des experts pour entretenir la peur, la crainte, surtout la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et nous, c'est tout l'inverse. Nous, on prépare par nos actions l'humanité à ce qui s'en vient. Brigitte a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Les jeunes veulent des télescopes pour observer l'espace. Donc, ils ont aucune peur. Ça, c'est les adultes de demain. Donc, eux, ils sont déjà prêts pour accueillir une civilisation extraterrestre. Donc, pour moi, ça, c'est une source d'espoir incroyable. Et on a une action, nous, dans le mouvement qui est très importante. C'est le E.T. Embassy Day. C'est un événement qu'on fait une fois par année où, justement, on sensibilise la société, les gens qui composent la société, l'humanité, dans tous les pays du monde, sur tous les continents. On sensibilise les gens sur le fait que très bientôt, nous serons en contact avec une civilisation extraterrestre directement à travers cette ambassade qu'on veut construire. Donc, concernant la construction de cette ambassade, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de défis qui s'offrent à nous dans ce projet-là. Le premier défi, il est diplomatique. Tu en as parlé tout à l'heure, Xavier. Il n'y a aucun cadre actuellement diplomatique qui peut soutenir le fait qu'une civilisation extraterrestre nous visite. Donc, c'est certain qu'on a un travail important à faire de ce niveau-là, et on le fait. On est en contact avec des diplomates, des ministres, parce qu'il y a aussi une sensibilisation à faire là, puisque l'accord va forcément venir d'un gouvernement. Donc, il y a du travail à faire pour les sensibiliser sur notre projet, qui est un projet philosophique, oui, mais qui, pour un pays, comme le disait Raël à la dernière convention ou à la convention d'il y a 2 ans, la carotte, elle est économique au départ. Donc, notre projet, pour un pays, c'est un projet avant tout économique.
Pour nous, c'est un projet philosophique. Nous, on se fout des retombées économiques. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'accueillir les Elohim sur Terre et puis avoir un contact direct et privilégié avec eux. Donc, ce volet-là est un volet qui comporte un certain nombre de défis parce que vous comprenez tout comme moi comment fonctionne la politique. On essaie de pas trop déranger, on prend des décisions en fonction de la popularité de ces décisions-là. On veut être réélu, on veut pas perdre de pouvoir. Donc, c'est sûr qu'arriver, de présenter au peuple, écoutez, cher peuple, on veut construire une ambassade pour accueillir des extraterrestres. Ça prend un certain temps. Faut préparer. Il faut aussi préparer le peuple, oui, mais il faut aussi préparer le système politique à accueillir cette nouvelle idée, en fait. Ça avance. Je vous dirais, exponentiellement rapidement. Ça va de plus en plus vite. Il y a de plus en plus de pays qui démontrent de l'intérêt pour ce projet-là. Et tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, ça nous aide. Donc, le fait qu'on parle de 3I Atlas, ça nous aide. Parce que c'est pas juste dans le public, c'est partout. C'est l'armée qui s'interroge sur ce qui se passe, c'est la NASA, c'est les politiciens. Donc, ça touche tout le monde, en fait, ce qui est en train d'arriver. Donc, le volet diplomatique est extrêmement important parce que on veut une vraie ambassade. On veut que ce soit une ambassade comme toutes les autres ambassades sur la planète, c'est-à-dire avec les immunités diplomatiques, une protection du territoire où l'ambassade sera édifiée. Donc, ce volet-là est aussi indispensable. Donc, la paix dans le monde, sensibiliser la population à ce qui va arriver, c'est-à-dire contact avec une civilisation extraterrestre, le côté diplomatique, le côté politique. Comme vous le savez peut-être, on a signé dernièrement un mémorandum de collaboration avec un pays. C'est énorme. C'est la première fois qu'un pays a le courage de signer une entente avec nous pour dire, écoutez, on ne construira pas forcément l'ambassade sur notre territoire, mais on est prêt à vous aider. On est prêt à vous aider comment on peut travailler ensemble pour que ça puisse arriver. Et un des volets, c'est l'organisation d'une conférence internationale pour discuter justement d'un protocole visant à préparer l'humanité à accueillir une civilisation extraterrestre. Parce que pour le moment, il n'y a rien. Quand la Convention de Vienne a été écrite, la relation de Vienne sur les relations diplomatiques a été rédigée en 1961. Ça n'a pas été rédigé dans l'optique qu'on accueillerait une civilisation extraterrestre sur Terre. Là. Donc, il faut il faut amender cette Convention de Vienne sur les relations diplomatiques pour y ajouter un volet extraterrestre, en fait. Et ça, je peux vous dire qu'il y a 16 ans, quand j'ai été nommé responsable de ce projet et qu'on parlait à des diplomates ou à des politiciens, la réponse qu'on avait, c'était un sourire. Je trouvais ça drôle. Je trouvais ça rigolo. Alors qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils nous écoutent. Ils sont conscients des défis, mais ils nous écoutent. Et un autre défi qu'on a et qui se révèle de plus en plus au cours plus on avance vers des ententes avec des pays, c'est la crainte de la réaction des groupes religieux à l'annonce d'une conférence internationale ou à l'annonce de la construction de l'ambassade. Parce que je crois que ça va bouleverser complètement tout le schème de croyances actuelles. Donc, les extraterrestres arrivent, ils nous disent on a créé toute la vie sur Terre. OK? Où est Dieu là-dedans? Il y a plus de Dieu dans l'équation. Bon, on peut dire c'est Dieu qui a créé ces extraterrestres-là. Mais un jour, on connaîtra peut-être les créateurs de nos créateurs et on verra que ce ne sont pas des dieux. Comme nous, un jour, on créera la vie et on sera pas des dieux. Donc, je trouve qu'on vit dans une époque extraordinaire. Et je pense que les 5 à 10 prochaines années vont être exceptionnelles à tous les niveaux.
au niveau scientifique, et ça, Brigitte peut en parler beaucoup mieux que moi, au niveau philosophique, au niveau religieux, au niveau de l'exploration spatiale, au niveau de la paix dans le monde. Notre vision de l'univers va complètement changer dans les prochaines années. Ça, pour moi, c'est magnifique. Je ne sais pas qui disait ça tout à l'heure, je crois que c'est Luna. Je voudrais vivre à aucune autre époque de l'humanité que celle dans laquelle je vis en ce moment. Je vous le confirme. Moi, je suis très heureux de vivre à cette époque-là et encore plus de contribuer à ce qui s'en vient, de contribuer à la paix dans le monde et à contribuer à notre mission. Donc, pour moi, c'est un privilège, en fait. Et c'est un privilège de faire tout ça avec vous et avec toute la grande famille raélienne et le reste de l'humanité, parce que c'est pas un projet raélien, c'est un projet pour toute l'humanité. Ça, c'est important de s'en rappeler. Donc voilà, je sais pas si je réponds Daniel. à ta question. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup d'informations. On t'écouterait des heures. Et vous qui nous écoutez, laissez-nous vos commentaires parce que on se rend compte que dès l'instant qu'on touche à ce sujet de l'ambassade, il y a plein de questions qui en découlent derrière. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, là, c'est le premier breaking news qu'on fait avec toi, Daniel, mais c'est dans quelques temps, là, dans quelques semaines, on te réinvite et on refait un numéro sur l'ambassade, sur la préparation de ce projet. Et vous qui nous écoutez, je suis sûr que vous avez plein de questions. Vous avez envie de poser plein de questions à Daniel, mais justement par rapport à ce projet, qu'est-ce que ça vient changer? Comme tu disais, tu parlais des réactions des religions, mais pas que ça, au niveau diplomatique, il y a des choses techniques, au niveau de cette ambassade, comment ça va se passer, il y a un centre scientifique qui va être à côté, qui s'appelle Scientopolis aussi, plein de choses, ça donne envie de parler à nouveau de ce sujet, donc laissez-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de cette émission, et surtout, posez toutes les questions que vous avez à poser à Daniel, et on y répondra dans un prochain numéro. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a voyagé aujourd'hui, hein. Waouh, c'est bien, on est allé dans l'espace et en allant dans l'espace, on s'est également remis en question, hein, planète Terre, qui sort tout juste de son adolescence, même pas de son adolescence, qui commence à ouvrir les yeux sur le ciel et puis commence à s'apercevoir ce qu'il se dit. On serait peut-être pas les seuls dans l'univers, il faudrait penser à accueillir nos frères et sœurs de l'espace. C'est magnifique tout ça. Et justement, on va conclure en parlant des frères et sœurs de l'espace. On a un Raélien qui s'appelle William, là, qui a fait une super belle vidéo, qui vient, il n'y a pas de mots, c'est une chanson qui s'appelle Extraterrestrial Smile, le sourire des extraterrestres. Et vous allez voir, c'est comme on disait souvent, les films d'Hollywood, on transcrit toujours les extraterrestres comme les envahisseurs. Vous savez, là, vous allez les voir, les envahisseurs. Ils vont vous sourire, ils vont vous faire du bien. Et les images que vous allez voir vont tellement illustrer cette notion que toute civilisation qui sort de son système solaire est obligatoirement pacifique. Merci Brigitte, Guillaume, Luna, et merci encore Daniel. À bientôt les amis. Ciao. Merci. Terrestrial smiles descend in peace, gentle rays that banish fear and calm the human heart with quiet deeds. They bridge the gaps between us all. Their eyes whisper, take my hand, let's find our common ground. Oh, we dream of extraterrestrial smiles that will light our way, a universal embrace that will guide us through the night. With hope in our hearts, we await the dawn. Hand in hand, for love from the stars will reshape our lives and bring the light. The extraterrestrial smiles promise to heal and to unite, bringing
come to mornings where humanity can breathe. Flowers of kindness bloom along their path. Each smile a beacon, each gesture a gentle touch. Oh, we dream of extraterrestrial smiles that will light our way, a universal embrace that will guide us through the night. With hope in our hearts, we await the dawn, hand in hand, for love from the stars will reshape our lives and bring the light. The extraterrestrial smiles sing of boundless unity. Bon, c'est bien ce qui me semblait, mais là on l'a perdu. Oui, mais oui. Enlever les clivages, on doit décompartimentaliser l'organisation. Et là, on le laisse dans son jus. Hein, on laisse Guillaume dans son jus. Décompartimentalisé. Je me suis entraînée. Mec. Bravo, bravo, Guillaume. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi Alors, je reprends. J'ai Ouais, ouais. je coupe au montage. Alors, Et puis ne dis pas putain, hein. Ne dis pas. Allez, hop. Le Je mec, reprends. il est habillé en Star Trek, il est même pas capable de dire décompartimentalisé. Alors, oui, donc on doit déjà dépasser nos clivages. Tu me fais rire.